BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview évidemment consacrée à l'Ukraine avec toutes les évolutions depuis quelques heures. Bonsoir Général Paloméros. Bonsoir. Merci d'être avec nous, on a besoin de votre décryptage. On va rappeler que vous avez été chef d'état-major de l'armée de l'air, commandant suprême de l'OTAN. Beaucoup de questions à vous poser. Il y a l'histoire, vous avez vu peut-être ce tweet du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui dit qu'il y a un avion russe qui a eu une position très agressive vis-à-vis d'un drone français. Et puis surtout, il y a donc Volodymyr Zelensky qui a dit il n'y a pas longtemps sur X qu'il était prêt à une trêve. Est-ce que pour vous, une trêve sur les airs, dans les airs, pardon, et sur terre, est-ce que pour vous, c'est une proposition qui arrive trop tard ? Est-ce que c'est une manière de faire amende honorable vis-à-vis de Donald Trump ou de démontrer que l'Ukraine ne peut pas se passer des États-Unis ? Oui, en synthèse, c'est un peu tout ça. Il faut absolument qu'après ce clash vraiment de Washington, qui était un piège en fait tendu, j'en doute pas, par... un piège tendu, vous pensez, ou oui, c'est pas... J.D. Vance et J.D. Vance surtout, et puis le président Trump. Il l'attendait, comme on dit, au coin du bois, il n'y a pas de doute là-dessus. Il fallait absolument que M. Zelensky reprenne la main, montre sa bonne foi et l'importance que joue l'allié américain, et on le sait tous, sans les Américains, l'Ukraine n'en serait pas où elle est aujourd'hui, et qu'il reprenne la main. Donc oui, il faut qu'il se rapproche. Il a flatté plutôt M. Trump dans le bon sens, en disant, bien sûr, c'est sous votre leadership que tout ça doit se faire. Et puis, il a mis en point d'orgue, en quelque sorte, une trêve qui, avouons-le, a peu de chances de fonctionner, mais au moins ça lui donne la main quelque part et ça montre sa bonne volonté. Maintenant, une trêve, on le sait, dans les airs, sur mer, c'est surtout sur terre que se passent les combats. Oui, bien sûr. Donc, oui, et puis le grand danger, c'est évidemment de ne pas laisser du temps à la Russie de se réarmer. Absolument. Oui. Mais il y a quand même un contexte climatique qui en plus joue beaucoup, c'est le dégel dans ces zones-là, surtout dans la zone de conflit. Bien sûr. Parce qu'on sait que là, maintenant, la donne, elle est complètement changée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la neige, il n'y a plus les conditions extrêmement difficiles. Et donc ça arrive à un très mauvais moment ou à un bon moment. De quel côté vous penchez ? Évidemment, c'est une météorologie locale, donc c'est difficile à porter une appréciation, mais normalement, ça a plutôt... Oui, mais on a joué pour la campagne de Russie, enfin, oui, c'est historique. C'était le plein hiver. Oui. Disons que ça gêne les mouvements pour l'instant, cette Rasputitsa. Mais ça ne va pas durer très longtemps, donc oui... Les combats sont assez figés d'après ce qu'on sait aujourd'hui. Il est clair que toute réduction, même minime, des moyens américains se fera sentir. Alors ça dépend dans quel domaine. Oui, on va attendre évidemment la déclaration formelle et officielle du président Trump, parce que pour l'instant on travaille... c'est une source. Par des sources. Oui, enfin, sauf que, pardonnez-moi de vous interrompre, Général, c'est que les trains qui sont chargés de munitions, ils sont arrêtés, ils ont interdiction de décharger. Oui, alors c'est ce qu'on sait. A priori, ça a été constaté. Il y a un point qui est très litigieux, c'est est-ce que les Américains ou non coupent le renseignement. Dernière source, non. Mais voilà, il va falloir attendre M. Trump et des explications plus claires. Et moi, j'attends en particulier son plan de paix. Parce que pour l'instant, le plan de paix de M. Trump, c'est le plan de paix de M. Poutine. Enfin, on n'en voit pas d'autres. Mais peut-être que ce soir, il va expliquer au Congrès comment il voit les choses. Parce que c'est le discours. Alors, normalement, on dit le discours de l'État de l'Union, mais comme il vient d'arriver, ça ne peut pas être le discours de l'État de l'Union, donc c'est le discours devant le Congrès. Donc, effectivement, cette nuit, à heure européenne, on en saura un peu plus. Oui. Est-ce que pour vous, le fait que Trump ait cette position extrêmement dure, c'est pour contraindre, donc on l'a dit, c'est pour contraindre le président ukrainien soit éventuellement à démissionner, soit en tous les cas à accepter ces conditions. Est-ce que c'est acceptable du côté de l'Ukraine ? Il faudra bien trouver un juste équilibre. L'Ukraine, entre guillemets, ne peut pas raisonnablement survivre à un retrait américain.
quand on parle de là, ça donne évidemment une voix prépondérante au président américain pour donner le là. Souhaitons que ce soit une note juste et qu'il fasse la part des choses, parce que là, on a l'impression que M. Zelensky est la cible, M. Zelensky est l'accusé. C'est clair. Tout en oubliant que qui sont les fauteurs de troubles et qui sont les agresseurs, ils sont de l'autre côté, justement. Et ça, on n'en parle pas. Donc c'est pas rationnel, c'est pas équilibré. C'est ce qu'ont dit les leaders européens qui vont encore se retrouver dans 2 jours. Il faut qu'on arrive à trouver une convergence. C'est pas possible autrement. J'aime beaucoup cette phrase du reste. François Bayrou aussi l'a recité, celle de Gabriel Attal, qui dirige le groupe, l'ancien Premier ministre, qui dirige le groupe de l'Ukraine à l'Assemblée nationale. Il a dit: si la Russie arrête de combattre, la guerre est finie. Si l'Ukraine arrête, l'Ukraine est finie. Donc ça montre bien, ça désigne bien où est celui qui a commencé la guerre. Juste avant de rentrer dans la riposte entre guillemets européenne, vous me direz si elle est à la hauteur avec le plan d'Ursula von der Leyen qui a été développé tout à l'heure. Vous avez vu le tweet de Sébastien Lecornu, donc le ministre des Armées, qui a montré, on a vu les images, peut-être qu'on va les voir aussi tout de suite, qui a dit qu'un avion de chasse Su-35 a adopté un comportement, je cite, dangereux à l'égard d'un drone Reaper français en mission de surveillance dans l'espace aérien international au-dessus de la Méditerranée orientale. Et il a dit c'est la provocation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est effectivement des intimidations. Alors là, il s'agit d'un drone qui est là pour surveiller. C'est son rôle, qui n'est pas armé vraisemblablement. Il n'y a aucune raison qu'il le soit d'ailleurs. Et on voit le chasseur qui fait un passage à côté. Bon, voilà, tant qu'on s'en tient là, ça n'a rien de grave. Mais est-ce que c'est une manière de dire aux Français, oui. Puisqu'on voit bien qu'Emmanuel Macron est, alors peut-être un tout petit peu trop en avant, mais en tous les cas dans la riposte européenne, c'est lui qui conduit, ce qui conduit à quelques couacs avec les Britanniques, avec Restamer. Mais est-ce que c'est une manière, oui, ça tombe aujourd'hui comme par hasard, voilà. Oui, mais c'est aussi à un endroit très particulier, si vous voulez, à la Méditerranée orientale. Les Russes revendiquent une place dans cet endroit stratégique. Donc ils montrent leur présence en fait. Ils savent très bien que ça va être filmé, le drone a des caméras. Donc ils montrent leur présence. Ils font ce qu'on pourrait appeler chez nous la police du ciel. Et ils essayent de montrer qu'ils ont le droit de partager cet espace. Ils le font d'une manière qui n'est pas tout à fait pacifique. Quand même. Général Paloremos, pardon. Est-ce que l'Europe peut se substituer aux États-Unis? On entend toutes les déclarations, on entend, c'est normal, tout le monde essaye de voir comment réagir dans ce contexte. Non, il est clair que si brutal. Les États-Unis fournissent depuis les débuts de cette guerre à l'Ukraine une sorte de profondeur stratégique avec leur stock d'armement, leur industrie. Et c'est vraiment le fil de vie de l'Ukraine. Et ils fournissent aussi des capacités rares, claires, comme par exemple les capacités de défendre la ville de Kiev avec leurs patriotes, ou encore certains types d'armements tirés dans la profondeur, on en a beaucoup parlé, mais aussi, et j'en parlais tout à l'heure, les capacités de renseignement, qui sont absolument indispensables dans une guerre de cette nature. Et si ce fil-là était coupé, ça serait extrêmement difficile de le rétablir avec des moyens, fût-ce des moyens européens, parce que les Américains, évidemment, sont passés maîtres dans l'art du renseignement tout temps, en temps réel. Mais en même temps, l'ensemble des différents services de renseignement européens ne sont pas capables de se substituer. Ce n'est pas les services eux-mêmes, c'est les moyens. Quand vous avez des satellites qui tournent en permanence... Alors on a des satellites. Oui, mais très peu. Et puis on n'a pas une permanence. Les Américains, ils ont fait en sorte d'avoir des constellations. Donc ils font beaucoup de fusion aussi des différents senseurs. Ils ont intégré l'intelligence artificielle. Donc, avec les 900 milliards que leur autorise le budget de la défense, ils peuvent faire des tas de choses. Et y compris avec les sociétés les plus avancées dans le numérique, comme celle de Monsieur Musk. Oui, et là, justement, il y a aussi la question de la constellation de Starlink, parce qu'il l'avait déjà coupé, on s'en souvient, au moment d'une attaque contre la Crimée, de la part de l'Ukraine, cette fois-ci. Et là, vous avez vu, c'est les menaces, quand même. Oui, mais c'est un peu le retour de l'histoire, parce qu'il faut se souvenir qu'au début de la guerre, c'est Starlink de M. Musk qui a sauvé la mise de l'Ukraine, alors que les systèmes de communication, justement par satellite, avaient été perturbés
par une attaque de cybersécurité russe. Et à l'espace de 2-3 jours, Musk a été capable de donner cette constellation. Ça avait été préparé à l'avance. Donc, il y a un retour de l'histoire, c'est assez étonnant, mais c'est vrai que dans l'absolu, il peut retirer sa constellation et là, les Ukrainiens sont en grande difficulté. Et alors, est-ce que, non, pour vous, vous avez vu le plan qui a été dévoilé, enfin en partie, je le disais, par une lettre envoyée au 27 d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, donc comme étant 800 milliards sur la table, entre guillemets, puisqu'il y a 150 milliards, et puis le reste, c'est de différents pays membres. On a détaillé, redétaillé les 2, 3%, 3,5%. Mais vous, une analyse plus peut-être profonde, est-ce que vous pensez que la défense européenne peut, en quelque temps, en quelques semaines, parce qu'il y a urgence, donc prendre la place des moyens américains et se constituer? Parce qu'il y a 2 étapes, en fait. Il y a l'Ukraine et puis il y a la défense européenne. On a vraiment un problème, et on l'avait identifié, ce n'est pas une surprise. On a vraiment un problème de tempo, si vous voulez. On peut mettre tous les chiffres qu'on veut, et c'est très bien, plus ils sont élevés à la limite, et mieux c'est, mais il faut bien les mettre en place aussi. L'argent, il doit servir une stratégie. La stratégie, c'est le soutien de l'Ukraine. Les Européens n'ont pas, si vous voulez... Ils ont donné ce qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas vraiment investi. Leur économie n'est pas en rythme de guerre comme l'est celle de la Russie, ou même au rythme de l'industrie américaine qui tourne justement grâce aux 900 milliards de dollars permanents du budget de la défense américaine. Donc ça va pas, la machine, elle ne va pas partir comme ça. On ne va pas créer une deuxième ligne de construction de Rafale instantanément. Je peux citer comme ça 10 000 cas qui montrent que ça va prendre du temps, si vous voulez, la montée en puissance européenne. Donc c'est très bien pour le moyen et le long terme. Dans le court terme, il ne faut pas attendre des miracles. On a déjà donné beaucoup de choses. On a pris même certains risques sur des moyens de défense aérienne et des choses comme ça, parce qu'on a donné aux Ukrainiens. Les obus, c'est pareil. On a creusé les caisses. Il se passe des choses, mais le besoin est tel, si vous voulez, que les Européens ne sauraient pas fournir dans le court terme. Ça, il ne faut pas mentir là-dessus. On pourrait imaginer des rafales ou pas dans le ciel ukrainien, voire russe? Ça me paraît compliqué, mais peut-être dans une phase de maintien de la paix. Ça peut-être, mais pour... comme garantie de sécurité. Comme garantie de sécurité. Où là, les forces qui sont identifiées pour ça auront en quelque sorte le casque bleu, c'est-à-dire que ce sera des forces de maintien de la paix. Mais on en est loin aujourd'hui. De toute façon, il faudra une garantie de sécurité au futur accord, en espérant qu'il arrive le plus vite possible. Et on ne voit pas bien, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux qu'effectivement déployer des troupes, même si ce n'est pas l'idéal. Mais... Donc l'Europe de la défense, oui peut-être, mais pas tout de suite, quoi. Oui, il faut... Ce moment est critique. Donc il faut s'installer dans le long terme. On n'a aucune visibilité sur l'ordre qui ressortira de cette nouvelle donne. Et on ne sait pas quelle sera la position américaine au sein de l'OTAN. Ça reste une grande interrogation qui est alimentée par les doutes qu'on a vu naître avec ce positionnement du président Trump vis-à-vis du président Poutine. C'est assez étonnant, quoi. C'est un renversement d'alliance. Jusqu'où va-t-il aller? Et quelle va être la position de Trump? On est dans l'attente, mais l'attente n'est pas bonne conseillère. Donc il faut investir, c'est maintenant. De toute façon, la sécurité a un prix et on est en train de le redécouvrir. Oui. Depuis 1945, on aurait pu peut-être s'en rendre compte avant. Mais enfin, c'est vrai qu'on a vécu dans une sorte de sentiment un peu de... Pendant la guerre froide, on a fait ce qu'il fallait. Oui. Et depuis, c'est les dividendes de la paix, si vous voulez. Je vais rappeler, Général Paloméros, que vous avez été l'ancien commandant suprême de l'OTAN. Justement, l'OTAN, quel avenir pour l'OTAN? C'est-à-dire que certains disent tout ne doit pas se régler au niveau de l'Union européenne. Il faudrait qu'il y ait une sorte de conseil de sécurité qui inclut notamment les Britanniques, qui inclut peut-être la Norvège, qui inclut d'autres pays. Est-ce que c'est la solution? Parce que ça ne peut pas se faire au sein de l'OTAN. Il y a une architecture qui peut fonctionner à partir du moment où, et ça c'est important, où on a 23 pays purement européens qui appartiennent à l'OTAN aujourd'hui sur 32.
On ajoute à ces 23 pays, les pays que vous avez cités, la Grande-Bretagne, la Norvège et peut-être quelques autres, mais ne serait-ce que ces deux-là qui sont extrêmement importants, peut-être la Turquie d'ailleurs. Oui. Et là, on a un ensemble assez cohérent qui peut servir l'OTAN autant, si vous m'excusez l'expression, que de besoin, mais qui peut aussi quelque part se détacher, si nécessaire, si l'OTAN n'est pas utilisable ou si l'OTAN est tout simplement un peu mise en réserve par la position américaine. Donc je crois qu'il faut profiter de cette synergie et avancer. Et c'est exactement d'ailleurs le format qui s'est assez naturellement dégagé autour de Keir Starmer pour commencer des discussions sérieuses en souhaitant qu'elles se poursuivent et surtout qu'elles prennent des décisions concrètes en termes de stratégie, en termes de choix, de priorité et d'innovation, je dirais, parce que tout ça doit s'accompagner. On ne fait plus la guerre aujourd'hui comme on la faisait par le passé. Et ça, il faut bien le prendre en compte. Ce n'est pas forcément le nombre de chars qui doit compter, c'est l'efficacité de ce qu'on va produire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Général Paloméros. Je vous laisse, parce que vous êtes très très demandé. Merci en tous les cas d'avoir fait un détour par les studios de BFM Business.